Bonjour. La semaine dernière, j'avais donc, dans cette introduction à l'argenterie d'Asie centrale, abordé la question du substrat hellénistique, d'après les fantastiques découvertes publiées dans le catalogue du musée du Koweït, qui ont complètement renouvelé la question. J'avais donc signalé la prédominance considérable des thèmes associés à Dionysos et à son cortège, et en indiquant que ça, c'est quelque chose que nous allions retrouver tout du long, n'est-ce pas ? Je m'étais interrogé sur la possibilité de substrats dans les religions locales. Alors, du côté de l'Iran, ça ne donnait pas grand-chose. Du côté de l'Inde, oui, il y a vraiment des thèmes, des cultes qui ont pu être, que les Grecs ont pu être tentés de reconnaître comme des cultes de Dionysos remontant à son expédition fabuleuse en Inde. L'un de ces cultes étant le culte d'une divinité qu'on peut appeler un proto-Shiva. Probablement, on ne l'appelait pas encore Shiva, ou Shiva n'était qu'une épithète. C'était plus probablement Rudra, un dieu des montagnes qui a des cortèges musicaux, qui est associé à une certaine violence. Et à l'appui d'une assimilation possible entre les deux figures, j'avais donc montré cette monnaie Kushan de Kanishka, où on voit, c'est déjà l'iconographie de Shiva, avec son foudre, son vase brahmanique qu'il verse, son trident, mais à la main, il tient un fan qui va disparaître ensuite, des images de Shiva, et qui lui vient vraiment de Dionysos. C'est le fan que les bacchantes déchirent, les ménades, les bacchantes déchirent dans les bacchanales. Par la suite, dans l'art du Gandhara et dans l'art qui suit le Gandhara, la figure individuelle de Dionysos s'efface pour laisser au premier plan son compagnon, le Silène, que parfois on confond avec un satyre, mais ce n'est pas la même chose. Le Silène n'a pas des pattes de bouc, c'est un vieillard aussi, il est ventripotent, il est associé à l'abondance et au vin. En fait, on ne trouve plus Dionysos, mais on trouve pendant longtemps le Silène. Alors, Dionysos, on le trouve encore dans des copies d'œuvres romaines importées. Ainsi, ce vase, ce bol, qui est probablement du IIIe siècle et qui montre, qui a été trouvé en Chine, dans une tombe de Datong récemment. En fait, c'est une empreinte en or, à la feuille d'or, prise dans un vase que nous n'avons plus et qui probablement était fabriqué au Gandhara d'après des modèles romains. Et on a ici Héraclès avec sa massue et Dionysos qui tient le thyrse, Dionysos en vieillard, qui tient le thyrse et sa coupe. Et ils sont dans un char avec un satyre devant qui souffle dans la trompette. C'est le concours de boissons. C'est l'épisode bien connu du concours de beuverie entre Dionysos et Héraclès, qui tiendra le mieux la boisson. Donc là, on a encore Dionysos, mais c'est la copie d'une œuvre importée. Sinon, en Bactriane et Sogdiane, les derniers Dionysos reconnaissables sont plus anciens. Alors on a ici une œuvre très peu connue qui a été publiée par Kazim Abdoulayev. C'est une plaque en terre cuite trouvée dans la région du Kashkadaria, donc au sud de Samarcande. Probablement, d'après la céramique associée, on dit 2e, 1er siècle avant notre ère, donc à un moment probablement où les Grecs ne sont déjà plus là. Et on a ici Dionysos qui tient, c'est pas facile à reconnaître, mais on voit très bien que c'est le bas d'une outre qu'il a par-dessus son épaule. Il tient la coupe. Et là, ce que vous voyez, là, le décor avec des petits points, c'est sa peau de panthère ou une peau de faon. Et à côté, c'est Silène, qui est représentée comme toujours avec un
un vieillard à collier avec un gros nez et le crâne chauve. Voilà, les deux compagnons de Beuvry. Alors là, on reconnaît encore Dionysos. Et puis, 1er siècle de notre ère, on a dans les tombes nomades extraordinaires de Tilla Tepe en Afghanistan plusieurs représentations qu'on peut, disons, rapprocher du cercle de Dionysos, et notamment une paire de boucles de ceinture où on le voit, mais c'est une icône. Il est reconnaissable, mais il est réinterprété. Il est ici, il a l'air féminin, mais comme on a dit, Dionysos a parfois l'air féminin. Il est à califourchon. Là, ici, avec les poings, c'est sa peau de panthère, et derrière lui se trouve Ariane, mais pas demi-nue ou nue comme elle est d'habitude. Ici, elle est habillée en digne dame bactrienne, hein, c'est déjà donc très réinterprété. La petite figure de la victoire, le satyre ivre avec ses grandes oreilles qui boit à la corne, et ici, au lieu de la panthère, on lui a donné une espèce de griffon, enfin d'animal fantastique. Donc c'est encore, on voit encore que c'est Dionysos, mais c'est déjà quand même très réinterprété. Et c'est probablement aux alentours c'est au début du 1er siècle de notre ère. Mais alors, si on regarde un peu plus tard, par exemple, ce vase qui pourrait être du IIIe siècle, qui est au British Museum, on voit que c'est toujours Dionysos dans son char, mais là, il n'a plus aucun attribut qui permet vraiment de le reconnaître. Il n'a plus sa peau de panthère, le silène est ici, alors c'est un mélange de silène et d'Héraclès, avec la peau de lion ici, il y a toujours les ménades devant, mais bon, vous voyez, le char est complètement disloqué. On voit très bien que l'artiste avait en vue des modèles où on avait Dionysos dans son char, mais visiblement, le dieu Dionysos a perdu sa consistance. Alors je cite Martha Carter dans son commentaire du catalogue Arts of the Hellenas East. Il semblerait que Dionysos lui-même n'a pas pu trouver une place appropriée dans le répertoire des yaksha bouddhiques. Les yaksha bouddhiques sont donc des divinités secondaires, plutôt sylvestres, alors que les caractéristiques du silène grec furent retenues pour les représentations de Koubéra et de certains membres de son cortège dionysiaque. Voilà, oui, Koubéra, c'est donc un dieu hindou et bouddhique de l'abondance et qui a adopté les attributs du silène. Alors, détail intéressant, c'est que Koubéra a des associations avec la Renaissance, l'au-delà, comme Dionysos lui-même. Et on a une des raisons qui peuvent expliquer la grande popularité de Koubéra dans le répertoire bouddhique, c'est justement ces associations avec le paradis. Alors, c'est particulièrement net sur des stupas du Gandhara, où, alors là, c'est Martha Carter qui a très bien vu ça, je ne sais pas si ça avait été vu avant. Il se trouve que les représentations dites dionysiaques, entre guillemets, enfin, on voit ici, bon, c'est une jarre à vin, petit enfant, grappe de raisin, un canthare, un vase à boire, la musique, à peu près les mêmes représentations ici, le vase à boire, je crois que quelque part on a une outre, non, peut-être pas sur celui-là, mais on l'a par exemple ici. Voilà, ici on a vraiment Koubéra avec son gros ventre qui se vautre dans l'ivresse avec son riton et sa peau, son outre. Bien. Ces représentations, on les trouve particulièrement sur les marches, les gradins des escaliers des stupas. Or, dans la symbolique bouddhique, le stupa, c'est le mont Méru, l'axe du monde. Au sommet du mont Méru et au-dessus du mont Méru se trouvent les séjours des dieux, les endroits où on espère renaître
pour une nouvelle existence en tant que Dieu, si jamais on n'atteint pas du premier coup le nirvana. Et le nirvana, il est très très rare qu'on l'atteigne du premier coup. Mais pour le public laïque, il y a des renaissances de deuxième grade, qui sont les renaissances dans des étages inférieurs du mont Meru, qu'on appelle le Kamadatta, le pays du désir. Et là, c'est véritablement, ça a repris les thèmes joyeux, musicaux, buveurs, associés à l'iconographie dionysiaque, et on voit que souvent la figure tutélaire, c'est Kubera. Alors il se trouve qu'ici, ce sont des marches inférieures de stupa. Celui-là venait du Buner, une région, c'est près du Swat actuellement au Pakistan. Et ici, c'est au musée Guimet, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient du site de Hadda. Et ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que Hadda, c'est voisin, ça correspond au site que les Grecs ont appelé Nysa ou Dionysopolis, et c'est le site où l'armée d'Alexandre, pour la première fois, a rencontré des cultes locaux qu'ils ont assimilés au culte de Dionysos. Donc on est en pleine continuité, je dirais, locale, hein, avec ces thèmes dionysiaques qui avaient frappé les Grecs. Oui, donc, j'ai montré ici le relief avec le silène qui banquette, et ces thèmes paradisiaques associés à Kubera buveur vont avoir une très grande fortune plus tard en Sogdiane dans des contextes qui sont déjà plus bouddhiques. Ils ont repris ça. Alors, vous avez ici, n'est-ce pas, des peintures de Penjikent, début 8e siècle, où on voit, c'est la proposition de Marchak, ça a été controversé, mais moi je reste d'accord avec Marchak. Ici, on a le paradis, qui est représenté comme une grande arche, avec des bijoux, des belles jeunes filles à l'intérieur. C'est le paradis zoroastrien. Et ici, à côté, c'est l'enfer, avec un gardien de l'enfer qui est en fait... On est en plein mélange des images. Il est repris de Vaishravana, le gardien des monastères, dans le répertoire bouddhique. Et il est debout parce que, vous voyez, il y a un petit personnage qui se tortille à ses pieds. Il empêche, sa fonction est d'empêcher les démons de sortir des enfers pour aller sur la terre. Voilà. Et ici, juste à côté, on a ce dieu. Alors, c'est en partie complété graphiquement par Marchak, mais enfin, dans ce cas-là, je pense qu'il n'est pas allé trop loin. On a ce dieu qui boit, et vous voyez des petits jeunes gens qui dansent, qui tiennent des vases, etc. Ça vient de l'iconographie de Kubera, évidemment. Comment les Sogdiens l'appelaient-ils? Je ne peux pas dire. Ils avaient un nom pour Vaishravana, qui est vrai chaman. Kubera, je ne sais pas comment il l'appelait, mais en tout cas, il devait l'associer au paradis. Et alors, on a ici une autre image, beaucoup plus difficile à interpréter, parce que là, je dirais, c'était beaucoup plus fragmentaire, et Marchak s'est beaucoup lâché dans la reconstitution. Hein. Il a un peu fait du viollet-le-duc. Bon. Mais malgré tout, on voit quand même la grande déesse Nana, la grande déesse de la Sogdiane, sur son lion. Là, à nouveau, une grande arche avec des espèces de candélabres à côté. Ça pourrait être à nouveau le paradis. Et en tout cas, ici, on a à nouveau ce dieu buveur. Donc on voit que ces associations ont subsisté tardivement, même... alors, c'est plus Dionysos, c'est plus le bouddhisme, mais ça reste quand même enraciné là-dedans. Et alors... de manière encore plus nette sur des reliefs funéraires des Sogdiens en Chine au VIe siècle. Vous voyez ici, alors je m'excuse de la mauvaise qualité de la photo, mais c'est un ensemble de dalles qui a été trouvé dans des fouilles clandestines, qui se retrouve maintenant
dispersés. Alors il y en a un bout au musée municipal de Xi'an et également un bout dans une collection privée à Macao. Alors tout ce qu'on a, c'est des photos. Mais on voit ici que c'est la tombe d'un personnage qui s'appelait Han Bei. J'en ai parlé il y a 3 ans lors de mon cours sur les Sogdiens en Chine. Divers épisodes de sa vie sont représentés, comme toujours dans ce répertoire des Sogdiens en Chine. Et là, visiblement, il s'agit du paradis. Et vous voyez ici, on a un couple de silènes, apparemment, hein, celui-là avec son gros ventre bien avachi, un riton qui a une tige très très longue. On peut vraiment rapprocher de cette image de Kubera sur un bol trouvé au Pendjab de la même époque, qui est au British Museum. Là, il est avec une jeune fille. Vous voyez, il boit dans sa corde et il tient ici la peau d'un animal qui a gardé sa forme d'ailleurs et qui est l'outre. C'est toujours associé. On a l'outre et le riton. L'outre, c'est la bouteille, et le riton, c'est le verre. Bon. Et parfois, on a l'outre et la coupe. Et là, un autre silène qui boit à la coupe. Et visiblement, on est ici, ça fait allusion, certainement, au paradis où le défunt espérait aboutir, des musiciens, des grands vases à vin, etc. On est ici quand même en pleine Chine au VIe siècle, dans un répertoire qui reste iconographiquement extrêmement proche du répertoire dionysiaque grec. Et voilà ici un autre lit de Sogdien, on n'est pas tout à fait sûr, c'est c'est un tombeau d'un représentant de peuple étranger, c'était peut-être un Sogdien, c'était peut-être un Gandharien, un Cachemiri. En tout cas, il n'était pas zoroastrien, il était probablement vishnouite. On n'a pas l'inscription. C'est ce qu'on appelle le lit Kouros, parce que ce lit, peut-être certains d'entre vous sont au courant, il a une histoire bien malheureuse. Il a été exposé au musée Guimet il y a une quinzaine d'années, acheté donc par un marchand qui s'appelle Wahid Kouros, en Chine. Mais les autorités chinoises là, se sont inquiétées. L'intermédiaire belge a été mis en résidence surveillée où il est mort. Et pour finir, le lit a disparu. Personne ne sait aujourd'hui où il est. Il y avait même eu des doutes sur l'authenticité. Moi, ces doutes, je ne les ai pas. Mais alors, ce qu'on voit, toujours le même répertoire, ici, on voit un personnage qui est ivre. Vous voyez ? Il titube, il chancelle sur son lit, parce qu'il est à moitié avachi là, avec sa corne à boire, et vous voyez, il lève le pied gauche. Il est prêt à s'écrouler sur son lit en buvant. Et ici, vous avez des personnages qui boivent, qui dansent, et ici, un reste de l'iconographie dionysiaque qu'on avait vu la semaine dernière, c'est la panthère qui boit dans la jarre, dans le vase à vin. Elle est encore là. Donc, tout ça, ça s'est très bien transmis. Et ici, vous avez le dieu Kubera. Malheureusement, il a complètement disparu. On n'a plus que ses mains, là. Et ses jambes. Il est sur un éléphant. Et vous avez ici des personnages, des adorants, qui lui tendent. Celui-là lui tend une coupe. Celui-là lève les bras en signe d'adoration. Et ils sont complètement ivres. Donc, clairement, il s'agit, là encore, d'allusion au paradis où le mort espère aller. J'ai dit vishnouite, oui, parce que à cette époque, disons, Kubera tend à être associé au culte vishnouite. S'il était vishnouite, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas sogdien. Parce qu'il y a des Sogdiens qui étaient hindous, et on a des noms vishnouites chez certains Sogdiens. Donc ça pourrait être quand même un Sogdien. Ça a dû être trouvé dans le Kansu, enfin un endroit où il y avait des colonies sogdiennes. Alors là, vous avez l'association entre le dieu qu'on invoque pour aller au paradis, vraisemblablement,
et les délices du paradis éthylique dont le mort va déjà jouir sur terre. Voyez, donc et la panthère de Dionysos qui boit dans son vase. Donc ce thème a une extrêmement longue durée. Donc ce qu'il faut conclure de cela, c'est que la valeur qu'avait Dionysos chez les Grecs comme vainqueur de la mort, puisque comme vous savez, il est mort avant d'être né. Finalement, il a été sauvé par la cuisse de Jupiter. La valeur de Dionysos comme vainqueur de la mort et dieu de la Renaissance ne s'est jamais perdue, alors même que la figure individuelle du dieu s'estompait. Mais cette valeur est restée associée au Silène, qui était son compagnon. Donc cette valeur eschatologique de Dionysos a toujours subsisté à côté des deux valeurs, des deux significations que j'ai dégagées la dernière fois, c'est-à-dire tout simplement la signification mondaine, c'est le dieu du vin, donc on va le représenter sur des vases à vin, et de la signification politique, il est le prédécesseur d'Alexandre en Inde. Donc tous les pouvoirs d'Asie centrale qui ont prétendu dominer l'Inde se sont revendiqués et d'Alexandre et de Dionysos. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce substrat grec et ses longs prolongements. Alors j'avais donc indiqué la dernière fois que pour ce qui est donc de l'arrivée de thèmes grec ou gréco-romain en Asie centrale, on a un deuxième canal. Le premier canal, c'est cette imagerie, ce répertoire qu'on sait maintenant d'une qualité exceptionnelle, qui a été hérité de la colonisation grecque en Asie centrale. Mais les liens, après que les Grecs aient perdu le pouvoir, que l'Empire parthe se soit interposé entre l'Asie centrale et la Méditerranée, les liens avec le monde gréco-romain, et notamment la Méditerranée orientale, ne se sont pas interrompus. Ils ont continué dans le cadre des royaumes indo-parthes, dont j'ai donc parlé la dernière fois. Je vous remonte la carte. Voilà, enfin bon, voilà, c'était ici, Western Satraps. Ces royaumes indo-parthes qui se sont donc qui s'étalaient entre Taxila, Gandhara et surtout la côte, disons deuxième moitié, premier siècle avant, première moitié, premier siècle après, moins 50 plus 50. Et dans le cadre de ces royaumes s'est produit un renouveau des rapports avec l'Ouest, mais là par une voie, disons, quasi exclusivement maritime. Et les rapports étaient évidemment surtout avec Alexandrie. Alors, pour une fois, on a un témoignage textuel. C'est un périple, un itinéraire marchand en grec qu'on appelle le périple de la mer Érythrée, qui a été rédigé en Égypte. On pense maintenant quelque part entre plus 50 et plus 75, et qui parle de ce commerce entre Alexandre, l'Égypte et l'Inde, et qui mentionne les exportations de vases précieux. Alors, il est question de deux ports. L'un, c'est Barbaricum, qu'on ne sait pas, on pense avoir à peu près localisé. C'est pas loin de Karachi, sur le bas Indus. Et plus bas, donc, Barigaza, qui est aujourd'hui Broach au Gujarat, et qui était en rapport à l'intérieur avec une grande capitale qui s'appelle Ujjain. Alors voilà, il en est question dans ce texte très bien informé. Les navires mouillent à Barbaricone, mais leurs garnisons sont emportées jusqu'à la capitale par le fleuve pour le roi. Les objets d'importation sont surtout des vêtements unis, quelques draps de couleur, des tapis à trames variées, des topazes, du corail, du storax, c'est une variété d'encens, de l'encens, des verreries, des vases d'or, des pièces de monnaie, un peu de vin. Du vin et des vases d'or. Bon. À Barigaza, on importe du vin d'Italie, de la Odyssée et d'Arabie, du cuivre,
de l'étain, du plomb, du corail, des topazes, des vêtements unis ou nuancés de toutes sortes, des ceintures de couleurs vives, des coussins, du storax, du mélilo, c'est une plante médicinale, du verre grossier, du réalgar, c'est de l'arsenic qui servait en métallurgie, de l'antimoine, des monnaies d'or et d'argent, dont l'échange avec le numéraire du pays est assez lucratif. Enfin, quelques parfums, mais non pas des parfums de grand prix. Et alors là, j'insiste, sous le nom de tribu, on envoyait au roi, alors on ne sait pas si c'est le roi de Barigaza ou le roi d'Udjaïm, dont il est question dans un paragraphe précédent, des vases précieux d'argent, des instruments de musique, de belles jeunes filles pour lui servir de concubines, du vin de choix, des vêtements unis, somptueux et des parfums délicats. Donc, le vin, ça va toujours avec les exportations de vaisselle d'argent et d'or. Eh bien, on a la preuve tangible que ce texte dit vrai, que de tels objets s'exportaient en Inde. Voici un pilier bouddhique de Mathura, probablement du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est pareil, c'est paradisiaque. Alors, vous avez des danseuses, des porteurs de parfums, etc. Alors malheureusement, la photo n'est pas très bonne, je m'en excuse, mais on voit ici, vous voyez un vase ici, là. C'est pas apparemment, ce ne sont pas des formes locales. Ce sont des cratères romains, donc des vases où on mélangeait, des vases qui servaient à mélanger l'eau et le vin. Et ici, vous voyez le gros plan. Vous voyez un cratère avec sa forme pensue, son ouverture très large. Vous les voyez ici. Et puis, on a des vrais objets qu'on a trouvés. Alors, c'était complètement renouvelé vers 2000 par ce qu'on a appelé le trésor du Bouner, qui donc a été... alors le Bouner, je vous avais montré un relief bouddhique qui en venait, c'est dans la région du Swat, et donc Pakistan occidental, enfin voilà, pas au nord de la vallée de Kaboul. On a donc cet article de François Barat, le témoignage d'une trouvaille d'argenterie d'époque parthe en Asie centrale, et complété par un article de Harry Falk qui a lu les inscriptions, parce qu'il s'agit de vases. En gros, on dit, ce sont vraiment des vases romains, époque augustéenne, et il y a des inscriptions indiennes qui indiquent les propriétaires. Donc, un membre sur ce vase-là, qui représente en fait, voilà, le combat des centaures et des lapites. Alors ça, c'est un vase gréco-romain aux environs de notre ère. L'objet est inscrit au nom d'un roi, Maoès. Alors c'est un nom typique d'une dynastie apparemment mixte, scytho-grecque, qui régnait à Taxila au 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est un canthare, donc un vase à vin. Et dans le même trésor de Bouner, on a des objets que Barat considère comme plus probablement des transpositions locales. Alors, vous voyez ici un Héraclès musicien sur un lion, thème quand même assez rare. Et ici, une scène tirée d'une tragédie d'Euripide, c'est le mythe de Penthée. Alors, Penthée est un roi de Thèbes qui avait refusé d'introduire à Thèbes le culte de Dionysos, quand Dionysos est revenu d'Asie. Et Dionysos a déchaîné contre lui ses bacchantes, ses ménades, qui l'ont découpé en morceaux. Alors, vous voyez ici, ils sont en train de lui arracher les bras, les jambes, etc. Ils l'ont dépecé vivant. Y compris la propre mère de Penthée, qui, revenue de son ivresse, s'est aperçue qu'elle avait démembré son propre fils. Alors, ça, c'est dans la tragédie d'Euripide. Et donc ça, c'est probablement de l'imitation locale. Alors, pas trouvé dans le trésor de Bouner, mais venu probablement par les mêmes canaux, c'est plus tardif, 2e, 3e siècle, et on n'est pas sûr qu'il s'agisse d'une importation ou d'une transposition locale.
vous avez Dionysos avec 2 Ménades ici, et ici, bon, évidemment, on ne voit pas très bien, ce sont des thèmes liés au cortège de Dionysos, le dieu Pan, etc. Voilà, et Pan est ici. Ce vase, qui, d'après le type iconographique, serait du 2e, 3e siècle, a appartenu plus tard à un roi d'une vallée montagneuse très reculée, le royaume des Dardes, et au 4e, 5e siècle, et l'inscription donc est publiée par Falck. Alors, ouais, donc ça, Canal, un substrat extrêmement important pour comprendre la durée, la fidélité des thèmes grecs dans la vaisselle centra-asiatique plus tardive. Alors, on va reparler un peu plus tard de ces importations romaines et de leur transposition locale, grâce à ce vase proprement extraordinaire que j'ai eu la chance en 2018 de pouvoir étudier et publier avec Ankadan. Je vous donnerai la référence. Je vous explique tout de suite, ce sont les 3 grâces, les noces de la plus jeune pas citée avec Hypnos, le dieu du sommeil. C'est un mythe très complexe, bien. Et le modèle vient probablement d'Alexandrie, mais c'est fabriqué sur place, parce que les corps, les vêtements ont été réinterprétés en fonction des canons de beauté de l'époque sassanide. C'est certainement une œuvre exécutée vers la fin du IIIe siècle, au moment de la conquête sassanide de la Bactriane. Alors, ce courant d'importation d'objets romains, en fait, va pas être aussi intense sur la route terrestre, mais malgré tout, ça va continuer longtemps, parce qu'encore beaucoup plus tard, voilà, 3e, 4e siècle au Kansu, donc le corridor qui lie la Chine et le bassin du Tarim, vous avez ici Dionysos à califourchon sur sa panthère. Là, c'est une importation, avec toutes sortes de petites têtes humaines, d'animaux, etc., dans un décor de rinceaux de vigne. Voilà, oui, la panthère nous fait face, et à côté de Dionysos, je pense qu'on a le silène. Et ça, c'est une importation du 3e, 4e siècle. Alors, la question, évidemment, qui se pose, c'est de savoir si, j'ai parlé importation, donc des marchands, j'ai parlé transposition, imitation. Alors, est-ce que des artistes voyageaient en même temps que les produits de luxe, ou est-ce que seuls les produits voyageaient? Et puis j'ai parlé aussi la dernière fois de vecteurs plus modestes, par exemple des moulages en plâtre, qui pouvaient servir aux orfèvres locaux. Mais est-ce que, dans certains cas, étant donné la qualité des transpositions, on est quand même amené à se demander s'il n'y avait pas des artistes en chair et en os qui voyageaient aussi. Alors là, je dois dire, le dossier est très maigre. On n'a vraiment pas... on a très peu de données explicites. Je sais par exemple, Anna Maria Quagliotti, que vous avez peut-être entendu faire des conférences ici au Collège de France, invitée par Gérard Fussman, elle était persuadée que certains artistes qui avaient travaillé au Gandhara avaient été en stage à Alexandrie parce qu'elle remarquait quand même une extraordinaire fidélité au modèle avec des grandes œuvres qui n'étaient pas faciles à transporter, donc exécutées sur place. Et dans certains cas, elle proposait même de dater à quelques années près le modèle. Donc là, évidemment, venu d'un artiste d'Alexandrie ou séjour à Alexandrie d'artistes bactriens, alors oui, dans les textes, on trouve des choses, mais c'est pas très satisfaisant. On sait qu'il y avait des Bactriens et des Indiens à Alexandrie, parce que le rhéteur Dion Chrysostome, au 1er siècle, vers 40 après Jésus-Christ, dit dans l'un de ses discours aux Alexandrins, « Ici, dans ce théâtre où je vous parle,
sous mes yeux, je vois des Éthiopiens, je vois des Parthes. Alors, c'est probablement des Indo-Parthes, le royaume côtier dont je viens de vous parler. Je vois des Indiens et je vois des Bactriens. Donc, s'il dit ça, ce n'est pas une exagération du discours, c'est qu'il pouvait les montrer à son auditoire. Il y en avait dans le théâtre. Bien, mais alors, ces gens, est-ce que parmi eux, il y avait des artistes? Bon, il ne nous le dit pas. Alors, dans les Actes de saint Thomas, un ouvrage apocryphe en syriaque, mais assez bien informé, on nous dit que saint Thomas a travaillé comme charpentier pour le roi indo-grec Gondopharès, vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Ah, oui, mais enfin, charpentier. Évidemment, on est tenté de penser que c'est la transposition de la vie de Jésus. Fils de charpentier et charpentier lui-même. Au grand temple dynastique couchant de Surkotal, on a une inscription grecque inachevée qui semble être peut-être la dédicace du temple. Et c'est une signature en grec, Dia Palamedou, de la part de Palamède. Palamède, c'est un nom grec. Alors, est-ce qu'il serait l'architecte du temple ou l'auteur de l'inscription? Là encore, c'est très tentant, mais alors ça pourrait être un descendant des Grecs qui étaient restés après le royaume gréco-bactrien. Et puis Palamède en Grèce, c'est l'architecte des dieux. Alors est-ce que ça ne serait pas un surnom professionnel, plus que et pas le vrai nom du bonhomme? Et puis alors on s'est beaucoup excité pendant un siècle sur une signature en indien qu'on a trouvée sur une peinture du site de Miran, dans le Xinjiang, sur la route sud, site probablement du IVe siècle. C'est Orelstein qui l'avait trouvé. Et donc, c'est signé en indien Tita. Alors, depuis 100 ans, on a dit Titus. Voilà, c'est la preuve qu'il y avait des artistes romains qui voyageaient sur la route de la soie. L'œuvre elle-même n'est pas particulièrement romaine, mais c'est quand même assez classicisant. Bien. Bon, maintenant, on s'aperçoit que ça pourrait être un nom indien, parce qu'il y a des noms indiens en ditta à la fin, et que ça pouvait très bien s'écrire Tita. Donc, l'argument vaut plus grand-chose. Bon, on arrivera peut-être, un jour, on va peut-être trouver une inscription, une dédicace, ou je ne sais quoi, qui nous parlera, qui nous prouvera qu'il y avait des artistes gréco-romains, et notamment des orfèvres, qui voyageaient en Asie centrale, mais pour le moment, on n'a pas la preuve. En tout cas, ces données, donc la richesse du substrat grec, d'une part, et d'autre part, la réactivation des importations dans les royaumes indo-grecs, devraient contribuer, d'ailleurs ça commence à contribuer, à réactiver un vieux débat d'histoire de l'art des années 60 sur les origines de l'art du Gandhara. Il y avait à l'époque deux thèses qui s'affrontaient, la thèse romano-bouddhique et la thèse gréco-bouddhique. Alors, les romano-bouddhiques, c'était principalement Benjamin Rowland et Mortimer Wheeler, disaient que, en fait, après le départ des Grecs de Bactriane et la fin des royaumes indo-grecs, il n'y avait plus grand-chose comme tradition artistique vivante, et que, au moment où les bouddhistes ont eu à la fois la richesse et la motivation pour mettre en scène la vie du Bouddha, eh bien, ils avaient un vide de répertoire qu'ils ont rempli en utilisant, en copiant des modèles importés du monde gréco-romain. Le problème, c'est que ces modèles, on n'arrivait pas vraiment, encore une fois, à les identifier. On a fait beaucoup de rapprochements avec les sarcophages. Enfin, les sarcophages, ça ne voyage pas. Alors, bon, on en était... Et puis, alors, ensuite est venue la découverte du temple de Surkotal par Daniel Schumberger, où là, on a vu que Schlumberger a prouvé qu'un
un certain nombre de motifs, pas seulement à Surcotal d'ailleurs, mais dans l'art du Gandhara, un certain nombre de motifs n'étaient pas romains mais grecs. Et c'était sa grande thèse qu'il a développée dans un magnifique article qui s'appelle « Descendants non méditerranéens de l'art grec », qui est maintenant... Alors, je vous signale qu'il y a maintenant, si vous allez sur Amazon, vous faites Daniel Schlumberger, Rencontre de l'Orient et de l'Occident, je ne sais quoi. C'est un reprint de ces articles. Ça vaut 25 € et vous avez notamment cet article qu'il était difficile de trouver. Alors, voilà, les deux thèses se sont affrontées. Il y a même eu une discussion publique sous la tente à Surcotal entre ces deux géants qui étaient Mortimer Wheeler et Daniel Schlumberger. Je crois d'ailleurs, Schlumberger, semble-t-il, Wheeler à la fin de sa vie, après la découverte d'Aïkhanoum, s'est plutôt rallié à la thèse gréco-bouddhique. Mais la thèse romano-bouddhique avait toujours des tenants assez récemment. Domenico Faccenna, qui a fouillé au Swat, on revient toujours au Bunner et au Swat, les plus anciens stupas bouddhiques décorés, pensait vraiment au modèle romain. Et puis j'ai mentionné donc son élève Anna Maria Quagliotti. Voilà, on a tendance maintenant à écrire, et je pense qu'on peut... Je suis d'accord avec ça. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Le substrat grec, c'est évident. Et l'influence d'importation gréco-romaine, c'est évident aussi. Et quand on voit maintenant ce qu'on a sur ce répertoire de l'argenterie, on voit bien que les deux facteurs sont en jeu. Alors maintenant, la question, qui n'est pas facile, c'est le dosage. Voilà. Est-ce que, quelle proportion, quelles œuvres rattachées plus particulièrement à des modèles romains, plus particulièrement à des modèles grecs. Je sais que, par exemple, en ce moment, dans nos travaux, dont je vais vous parler dans les cours suivants, sur l'argenterie plus tardive de la Bactriane, Ankadan et moi sommes en train d'évoluer dans nos points de vue, parce qu'on est vraiment parti sur le grec, et puis elle est vraiment en train de trouver des modèles romains du IIIe, IVe siècle, et ça pourrait à nouveau rebasculer vers le romain. Alors, là-dedans, donc voilà, je suis toujours dans le substrat, les origines de la grande argenterie bactrienne des IVe, 7e siècles. Donc on a vu l'héritage grec, on a vu la contribution des Indo-Parthes. Il y a un grand trou noir dans tout ça, c'est les Couchans, l'Empire couchant, empire dominant de la zone de environ plus 50 à plus 230. Les Couchants, ils sont au nord des Indo-Parthes, et puis ils s'emparent de la plupart des domaines Indo-Parthes, et puis ils finissent vers 230 par être, disons, soumis aux Sassanides. C'est quand même une période extrêmement brillante qui a duré plus de 2 siècles. Cet empire couchant s'est formé d'abord en Bactriane avant de s'étendre vers l'Inde du Nord et de l'Ouest. Mais qu'est-ce qu'on a pour l'argenterie royale couchane ? Eh bien, on n'a rien. On n'a rien. Et ça, c'est vraiment un gros problème que Martha Carter a très très bien cerné. Je la cite. Je traduis directement de l'anglais. Par essence, le problème de la métallurgie précieuse couchane peut être formulé ainsi. Presque tout ce que nous avons est considéré comme antérieur ou postérieur. Donc il semble qu'il y a une lacune entre le IIe et le IVe siècle, et ça ne fait pas sens, étant donné la richesse de cette période. Donc, la raison derrière tout ça, ça pourrait être que la métallurgie couchane doit encore être découverte du point de vue archéologique, ou alors que la plupart de cette argenterie est partie à la fonte
à l'époque des invasions postérieures. C'est quand même un peu désespéré comme hypothèse, parce que pourquoi est-ce qu'on aurait tellement d'argenterie grecque et Ardoparte qui n'est pas parti à la fonte, et que les 2 siècles découchants seraient complètement partis à la fonte? Là, il y a tout de même... Et il n'y a actuellement pas de solution à ce problème. Alors, le répertoire royal de l'argenterie couchane, ben c'est vite vu, hein, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de grands plats et de bols, de vases représentant les grands souverains couchants qu'on peut bien identifier par leur aspect, même individualisé. On a des personnages en costume couchant, mais ils appartiennent à des dynasties ultérieures. Bien. Alors, on a le reliquaire dit de Kanishka, sur lequel on s'est énormément excité au musée de Peshawar, parce qu'on a dit, voilà, donc c'est un reliquaire offert par un roi, un reliquaire bouddhique, c'est en argent doré, et voilà, ça c'est Kanishka lui-même qui est représenté avec ses grosses bottes en feutre, comme on a sur Khotal, son grand manteau de la steppe, voilà. Bon. Sauf que, c'est pas en or, c'est en cuivre. On sait maintenant que c'est pas du tout, c'est pas un objet particulièrement précieux. Ensuite, c'est pas Kanishka, parce qu'il n'a pas du tout cette couronne-là. C'est un souverain couchant, peut-être ce qu'on appelle les petits couchants, ces gens qui ont succédé aux grands couchants au IIIe siècle. Et puis, ça n'est pas une dédicace royale, parce que l'inscription dit clairement que ça a été dédié par 2 moines. Donc ils ont représenté leur souverain, mais le souverain n'est pas le donateur. Alors ici, vous avez le dieu du soleil et de la lune. Bon, voilà. Donc, on ne peut pas vraiment s'appuyer là-dessus pour dire qu'il a existé un grand art de la métallurgie royale couchane. Alors, on a autre chose, alors, très énigmatique. Voici un plat que personne n'a jamais vu. C'est un plat d'argent écrasé. Il y a quelque chose de lourd qui a pesé dessus, donc il est réduit à une galette. Sims Williams l'a publié, il a eu accès à des photos à partir de 2005. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a eu en main, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas qui est le propriétaire, et on ne sait pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Tout ce qu'on sait, c'est que, ce qu'a été dit à Sims Williams, il y a des motifs figurés, débrouillez-vous avec ça, il y a des images. Mais alors, sur le côté extérieur, complètement donc écrabouillé, ou plutôt intérieur, parce que les images devaient être à l'extérieur. Il y a une très longue dédicace en bactrien. Alors vraiment, il fallait être Sims Williams pour arriver à la lire, parce que vous voyez l'état. Bon. Et puis il y a des mots qu'on trouve nulle part ailleurs, etc. Mais enfin, bon, il a réussi à quand même en tirer l'essentiel. Alors, cette dédicace nous indique que, cet objet a bien été, d'après la dédicace, dédié par le roi Kanishka lui-même dans un temple de Wesh, c'est-à-dire le dieu iranien, Vayu, mais assimilé à Shiva, dans le temple de Wesh. Alors, moi, je pense que ce temple de Wesh, ça pourrait être sur Khotal, parce qu'on sait maintenant que ce qu'on arrive à cerner comme iconographie centrale à Sur-Khotal, ça tourne justement autour de Shiva. Donc, c'est peut-être sur Khotal. Et si c'est apparu en 2005, on n'est pas longtemps avant les pillages généralisés à l'époque des talibans, c'est peut-être bien sorti de fouilles clandestines à Sur-Khotal. Bien, enfin ça, hypothèse très hasardée. L'objet a donc été dédié en 137, 10e année de Kanishka, par Kanishka, au retour de ses campagnes en Inde, c'est dit dans l'inscription, mais l'inscription semble dire, parce que c'est un passage difficile, que l'objet provient du butin de la victoire, du butin des victoires. Donc,
ça pourrait bien être en réalité un plat indien. Tant qu'on n'aura pas la photo de l'autre côté, on ne pourra pas dire, mais voilà, c'est pas ça qui permet de dire. Alors, si Kanishka ne pouvait pas dédier dans un grand temple dynastique un plat commandé spécialement à un de ses artistes, c'est que ben, peut-être ils n'étaient pas à l'époque très doués sur place pour en faire. Bien. Les besoins, donc à ce moment-là, bon, bah, sous les grands couchants, peut-être les besoins étaient-ils encore remplis par les vases hérités des époques antérieures. On a vu qu'il y en avait beaucoup. Voilà, par des objets proprement indiens. Alors si on regarde un peu plus au nord, la Sogdiane, qui est extérieure à l'Empire couchant. Bon, là, il y a vraiment rien. L'argenterie sogdienne, elle apparaît, on verra ça plus tard, elle apparaît au VIe siècle et au début vraiment très sobre, avec des formes très conservatrices. C'est vraiment le prolongement de la vieille argenterie achéménide. On a l'impression qu'ils en étaient restés là. Alors, nous avons donc maintenant terminé d'examiner l'héritage grec, le renouveau des influx gréco-romains sous les Indo-Parthes, le vide couchant. Alors, dernier facteur à prendre en compte pour saisir la personnalité de cette extraordinaire argenterie bactrienne ultérieure, c'est l'impact sassanide. Alors, les Sassanides, à partir de environ 230-250, la chronologie est très disputée, les modalités d'occupation politique aussi, mais enfin, bon, voilà, ils mettent fin à l'Empire couchant et ils exercent pendant environ un siècle et demi ce qu'on va dire une certaine forme de contrôle sur leurs anciens territoires, et ce jusqu'au Gandhara. Dans les grandes inscriptions de Shapur Ier, il est donc bien dit que sous son règne, l'Empire comprend le Kushanshar, c'est-à-dire l'ancien pays couchant, jusqu'aux frontières de la Sogdiane et jusqu'en avant de Peshawar, ce qui pourrait indiquer, phrase Tao Pashkibur, que Peshawar n'est pas dedans. Donc ça veut dire la passe du Khyber, vieille frontière historique. Bon. Alors, là, à ce moment-là, il y a deux phénomènes qui se produisent. Une nouvelle réactivation des importations de modèles prestigieux gréco-romains par le butin des grandes campagnes. Parce que Shapur, il conquiert donc à l'est l'Empire couchant, mais à l'ouest, comme tout le monde sait, il a quasiment mis à plat l'Empire romain, puisqu'il a fait 3 campagnes jusqu'à la Méditerranée, pillé toutes sortes de villes dont il énumère, finit par faire prisonnier l'empereur Valérien qui va mourir en captivité. Tout ça, c'est sur ses reliefs et ses inscriptions. Et on a un témoignage, mais ô combien éloquent, de l'arrivée en Bactriane d'œuvres gréco-romaines magnifiques, très probablement dans le contexte des pillages de Shapur Ier. C'est ce qu'on appelle le plat d'Aulis. Pourquoi Aulis ? Parce qu'Aulis, c'est le port en Grèce où l'armée des Achéens s'est embarquée pour Troie. Et c'est là où Iphigénie s'est trouvée sacrifiée. Puisque, vous connaissez l'histoire, le vent ne soufflait pas, voilà. Donc on a sacrifié Iphigénie. Je vous dis tout de suite, ce plat, qui n'a pas été fabriqué sur place, qui vient du monde gréco-romain, a été dédié en 265 ou 269, un petit problème sur l'année, dans un temple local bactrien, par un personnage qui porte le titre de satrape. Donc ce personnage appartenait probablement à la hiérarchie administrative, mise en place par les Sassanides après leur conquête.
Alors, ce plat a une histoire assez compliquée. Vu la dédicace, il a probablement été trouvé, donc la dédicace en langue bactrienne qui mentionne un dieu bactrien, il a certainement été trouvé en Afghanistan, mais quand on dit, il apparaît en 2000 dans une collection suisse. Bien. Un collectionneur qui n'a jamais voulu qu'on donne son nom. Il a été acquis ensuite par la collection Wyvern, toujours en Suisse. Et là, ils l'ont publié, mais mal, dans leur catalogue. Alors, ça, c'est un peu typique des collections, du commerce des antiquités en Suisse. La Suisse a une législation extrêmement favorable à la collection d'antiquités venues de fouilles illégales. Pourquoi ? Parce qu'après 2 achats, un objet est légalisé. Ce qui fait que beaucoup d'objets terminent d'abord en zone franche à Bâle, et puis au bout d'un certain temps, dans des collections, pas des musées, les musées suisses sont prudents, mais dans des collections qui au moins ont le mérite de les publier. Alors, avant 2000, où est-ce qu'il était ? On dit dans le catalogue Wyvern, il aurait été depuis la fin des années 50 dans 2 collections allemandes. C'est peut-être vrai. Il faut savoir aussi que ce type d'information est parfois de la désinformation. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir des problèmes avec l'UNESCO, des recours avec les pays, etc., on va dire non, c'est pas venu par le trafic des antiquités en 2000. Ça fait 50 ans que c'était dans des collections, sauf que ces collections, on ne nous dit jamais lesquelles c'est. Bon. C'est peut-être vrai. Bon. Je note quand même que, curieusement, il est apparu... le plat aux grâces qu'on a vu brièvement avant, dont je vais reparler après, semble être apparu au même moment. Alors, est-ce que ça viendrait de la même trouvaille ? Bon, voilà. Il est acquis par la collection Wyvern. Auparavant, l'inscription dédicatoire en bactrien avait été publiée par Sims Williams. En 2016, dans un article que j'ai cité, François Barat a fait une note extrêmement brève où il a correctement identifié le sujet comme le départ de l'expédition vers Troie, et il a identifié les principaux personnages, j'en reparlerai, mais il n'a pas identifié l'épisode précis, et il a supposé aussi que ça aurait pu être fabriqué en dehors de l'Empire romain. Depuis, je l'ai publié avec Ankh-Khadan et en même temps que le plat des grâces, donc dans cet article du Bulletin of the Asia Institute. Malheureusement, la revue n'est pas en ligne, mais je tiens le PDF à disposition de ceux qui s'y intéressent. Enfin, de toute façon, il faut savoir qu'aujourd'hui, même les revues qui ne sont pas en ligne se trouvent quand même sur Internet, parce qu'il y a toutes sortes de sites pirates qui sont une bénédiction pour nous. C'est des sites russes, c'est des sites roumains, chinois. Ils scannent tout, sans aucune espèce de copyright, ils scannent tout. Et ce sont nos bienfaiteurs. Donc voilà, article avec Ankh-Khadan, scène homérique en Bactriane et Inde, 2 plats d'argent avec des inscriptions bactriennes et moyen perse. Donc le plat d'Aulis, celui qu'on va voir maintenant, et le plat des grâces. Notre publication est restée inconnue à l'auteur du catalogue Wyvern, qui retient une date du début du IIIe siècle de notre ère, que nous considérons comme impossible. Nous pensons que le plat est beaucoup plus ancien, qu'il est du milieu, sans doute du 1er siècle avant. Alors, sur l'identification je vais faire un double commentaire, l'identification du sujet et l'inscription dédicatoire, les circonstances dans lesquelles cet objet a pu finir par aboutir en bactriane. Alors, je vais être assez bref, et ce sera d'ailleurs au prochain cours.
sur l'identification du sujet, parce que bon, c'est une œuvre, et c'est évidemment un chef-d'œuvre, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'argenterie romaine, mais pour l'objet de notre cours d'aujourd'hui, je dirais, c'est pas secondaire, mais enfin, c'est un objet qui n'est pas une production locale du Gandhara ni de Bakri. C'est un objet d'importation. Et ce qui est plus gênant, c'est que nous n'avons aucun moyen de savoir la signification que ces scènes auraient pu avoir pour ceux qui l'avaient ensuite acquis. Parce que la dédicace à ce dieu dans ce temple ne donne pas prise à l'idée d'une interprétation locale, d'une identification. Bien, et je vais donc, pour anticiper sur ce que je vais dire la prochaine fois, je dirais donc que c'est une œuvre romaine, probablement d'Italie centrale, produite probablement au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc vers la fin de la République romaine. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Merci.